Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, mardi 17 octobre, bienvenue à ce grand dialogue. AQMI en Sardine, Moujao, Al-Mourabitoun, FLM, voici quelques noms d'organisations terroristes que l'on entend souvent au Mali et en Afrique de l'Ouest. Le radicalisme religieux prend de l'ampleur au Mali et dans la sous-région avec ces milliers de jeunes qui représentent un nid de recrutement pour les différentes organisations. Comment en est-on arrivé là? Quelles sont les conséquences pour nos pays si rien n'est fait? Comment lutter contre ce tambourbinement de toute une jeunesse? Nos invités pour en parler sont Mamadou Diouara, il est sociologue, il est de la CONACIPAL et du CIPRI, il sera très bientôt avec nous dans ce studio. Dr Fodje Tandigora, sociologue et enseignant à l'université de Bamako. Paul Ben, il est journaliste spécialiste de la sécurité dans le Sahel. Clément Dambélé, il est professeur, lui, en sciences politiques à la Sorbonne et à l'université de Metz, spécialisé en analyse et stratégie politique. Mardi donc 18 octobre, je suis Ousmane Diadjetouré à la présentation. La mise en onde est assurée par Gagny Kanté. Le grand dialogue. Le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, sans parler du Niger ou du Tchad, plusieurs pays africains sont en proie aujourd'hui à une insécurité due à la prolifération des groupes narco-djihadistes. Un colloque s'est d'ailleurs tenu à Bamako du 11 au 13 octobre dernier, co-organisé par la MISAHEL, le G5 Sahel, le CAERT et le gouvernement du Mali autour de la radicalisation et l'extrémisme violent dans le Sahel. L'un des objectifs du colloque était de faire le point sur l'évolution du terrorisme au Sahel d'une part et s'interroger éventuellement sur les facteurs qui favorisent la radicalisation et l'extrémisme violent. Docteur Tandigora, vous êtes sociologue et enseignant à l'université de Bamako. Comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui ce radicalisme dont est proie beaucoup de nos pays? Bien, merci à Studio Tamani de m'avoir associé à cette réflexion. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de radicalisme sous tous ses aspects. Donc, mais pendant longtemps, eh bien, si on regarde le discours politique ou même journalistique, on voit qu'il y a une certaine unification du problème. On pense à la religion, au radicalisme. Mais alors qu'il y a effectivement des logiques internes, intra-groupes et intergroupes qui sont beaucoup plus complexes que nous le pensons. Et donc finalement, aujourd'hui, pour le cas du Mali, eh bien, ce radicalisme qui est teinté de religion, mais aujourd'hui, on serait tenté de dire que nous sommes en face d'une autre forme de radicalisme, même s'il y a la religion. Eh bien, pour ma part, en tant qu'enseignant-chercheur, je pense effectivement que nous avons encore le devoir de défricher le chemin parce qu'il y a beaucoup de spécificités pour le cas du Mali dont il faut décortiquer et dont nous avons la tâche de rendre beaucoup plus lisible pour le public. Merci docteur pour cette analyse, restez avec nous. Un autre enseignant est avec nous, il s'agit de Clément Dambélé, il est professeur en sciences politiques à l'université de Paris-Sorbonne et l'université de Metz. Clément Dambélé, est-ce que vous nous entendez? Oui, bonsoir, je vous reçois très bien. Merci de vous joindre à ce plateau pour partager nos idées, notre expertise sur ce thème-là précis. Alors, comment expliquez-vous cette vague de radicalisation qu'on connaît maintenant en Afrique et un peu partout dans le monde d'ailleurs? Il faut déjà définir la radicalisation et le radicalisme. C'est là on peut définir ces notions comme étant un sentiment extrême, comme dans l'enrôlement des individus dans la recherche d'une identité ou dans la défense des intérêts économiques ou des intérêts socio-culturels. Et cela dit, on retrouve ce terme qui devient de plus en plus galvaudé un peu partout. On retrouve le radicalisme, comme disait tout à l'heure un de nos collègues maliens, on le retrouve un peu partout dans le monde, mais sous différentes dimensions, dans différentes formes. Et cela dit, quand on revient le cas du Mali, le radicalisme ne date pas de maintenant, sauf que nous sommes dans une forme de globalisation géopolitique qui fait que le radicalisme devient une forme, prend sa forme religieuse de plus en plus développée. Mais il faut dire que le radicalisme ou la radicalisation
tire son essence du fait qu'il y a des facteurs économiques, il y a des facteurs sociologiques et aussi il y a des facteurs spirituels qui est lié à la religion. Merci, restez avec nous pour la suite de l'émission. Paul Ben, vous êtes journaliste, spécialiste, on va dire, un peu du Sahel, puisque vous avez énormément sillonné le Mali et les pays environnants. Comment est-ce qu'on peut, quelle est votre lecture de la situation aujourd'hui? Quand on voit surtout dans le cas du Sénégal, mais on n'a malheureusement pas les chiffres pour le Mali, il y a près de 45% des jeunes Sénégalais qui sont prêts à s'associer au mouvement djihadiste. Quand même, on sait le pourquoi, on va en venir tout à l'heure. Oui, moi je crois, de mon point de vue de journaliste qui était un peu partout dans la zone du Sahel, moi je crois qu'il faut un peu différencier les choses. Au Mali, le radicalisme n'est pas dans notre culture. Ces derniers temps, je parle surtout du Mali, ces derniers temps, est-ce que le radicalisme est culturel d'ailleurs? Il est un peu culturel. Par exemple, dans les pays maghrébins, vous savez, ils sont prêts à tout. Parce que c'est un peu ancré dans leur culture. Ils sont prêts à se sacrifier, à s'immoler, à aller, comme ils disent, au paradis, en se donnant la mort. Mais au Mali, ce n'est pas le cas. Au Mali, c'est l'effet d'entraînement. J'ai rencontré beaucoup de jeunes qui se sont retrouvés dans ces mouvements. J'ai rencontré plus de 200 jeunes qui se sont retrouvés dans ce mouvement. Et quand on leur demande, ils disent qu'ils ont d'abord des maîtres coraniques qui leur donnent, c'est-à-dire l'idée contraire qu'on reçoit normalement des madrasas. On leur dit que au paradis, par exemple, vous avez des femmes vierges qui vous attendent. Si vous vous donnez la mort, vous serez les chanceux du monde. Et il faut aussi ajouter pourtant, la doctrine religieuse interdit, d'ailleurs, la doctrine islamique, on va dire, puisque le Mali est à près de 95% musulmans, interdit le suicide. Exactement. Je voulais en venir. Donc, il faut remarquer aussi que la majorité de ces gens, c'est des analphabètes. Moi, j'ai vu des cas où des jeunes qui sont devenus radicaux ne savent même pas prier. Ils entrent dans le mouvement, ils écoutent ce que leurs chefs leur disent, parce que regardez un peu les chefs, ils envoient les gens au paradis, eux-mêmes ils ne veulent pas y aller. Donc c'est un peu le manque de connaissance de la religion qui pousse certains à rentrer dans ce mouvement, et ce sont eux qui meurent le plus. Mais il faut aussi comprendre quelque chose. Ça se passe beaucoup au Mali, dans le cas du Mali, dans le nord, dans le septentrion. D'accord. On va revenir, Paul Ben, pour développer tout à l'heure un peu plus. Le temps de faire réagir Mamadou Diouara, qui est également sociologue, qui travaille avec la CONACYPAL et CIPRI. Mamadou Diouara, dites-moi, est-ce qu'il y a beaucoup de Maliens aujourd'hui qui rejoignent les rangs des extrémistes religieux? Alors, merci beaucoup de me donner l'occasion, et je m'excuse encore du léger retard dû aux embouteillages. Mais bon, voilà, le phénomène de la radicalisation au Mali est un phénomène qui est beaucoup plus récent dans le reste du pays. Certaines zones du pays ont connu ce phénomène pendant un temps. Mais bon, de toute façon, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous faisons face à une augmentation significative des recrutements. Ces recrutements sont plus importants dans certaines régions que d'autres. On va en venir, c'est l'une de mes questions. Où est-ce que justement on rencontre le plus de recrutement dans le pays aujourd'hui? Est-ce que c'est à Kaï où les jeunes sont beaucoup plus sensibles à ce discours-là? Est-ce que c'est à Gao, Kidal? Est-ce que c'est à Ségou? Alors où précisément? C'est important. Aujourd'hui, la zone où il y a plus de recrutement, sans aucune forme de discussion, c'est la région de Mopti, secondée par la région de Ségou. Nous avons la région de Kidal dans laquelle une communauté est plus largement concernée. C'est principalement la communauté des Ivoras
qui sont par l'appartenance au HCUIA et à Ansardine qui ont été enrôlés dans ça. Mais ce qui est important à savoir, c'est que les 90% de ceux qui en 2012 jusqu'à récemment ont été enrôlés dans ces mouvements n'y sont pas allés par conviction. Ils y sont allés surtout parce qu'ils ont trouvé en cela le moyen de se protéger et de protéger leur communauté dans un contexte d'absence de l'État et donc des forces de défense et de sécurité chargées d'assurer la sécurité pour tous. C'est le cas de beaucoup d'autres personnes, mais on a de plus en plus c'est ce phénomène qui se déplace pour venir vers le centre du pays. Et on a dans la région de Caille certaines personnes qui y adhèrent, et là, c'est vraiment des gens qui adhèrent par conviction. C'est ça la différence. Merci pour cette belle analyse. Docteur Fodé Tandigoura, vous êtes sociologue et enseignant à l'Université de Bamako. Est-ce qu'on connaît par exemple des cas où il y a cette radicalisation au niveau des femmes? Est-ce que là-dedans il y a le genre qui est respecté? Parce qu'il semble que certains témoignages parlent aussi de femmes qui seraient aujourd'hui en train de se radicaliser. Oui, mais en tout cas, pour ce qui concerne une étude à laquelle j'ai participé, l'étude de l'ISS Dakar, qui s'est déroulée sur l'ensemble du territoire, effectivement, il y a eu des anciens, des femmes qui ont anciennement été radicalisées, qui ont rejoint des mouvements, mais pas sur la base d'une conviction religieuse, comme on l'entend très souvent, mais sur la base de certaines frustrations. Si vous prenez le delta du Niger, eh bien, il y a beaucoup de rivalités qui gisaient encore, beaucoup de mésententes entre pasteurs, entre différentes communautés, et ce sont des mésententes qui sont circulaires, ça n'a pas commencé maintenant. Et donc, dans un contexte... il faut dire aux auditeurs qu'on parle d'éleveurs pasteurs, oui, pas de chrétiens pasteurs. Bien sûr, bien sûr, d'éleveurs. Et donc, ce sont ces mésententes multiséculaires qui existent dans cette zone, qui ont en quelque sorte été réveillés, leur sommet, par des gens qui sont en quête de notre statut social, d'un statut social plus, quitter un statut marginalisé pour se faire un statut social beaucoup plus rehaussé. Donc, il n'y a pas de radicalisme au sens religieux, c'est mon point de vue. D'ailleurs, tous ceux qui... il peut y en avoir au Mali, mais la majeure partie, ce ne sont pas des gens qui se sont radicalisés parce qu'ils croient à un idéal, à un paradis, comme ça. Alors, comment expliquer justement tous ces attentats-là, tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui? Oui, mais je viens de l'expliquer parce que tout simplement, les gens... Si les gens ne sont pas convaincus par les idéaux, par quoi est-ce qu'ils sont guidés finalement? Oui, mais les gens sont guidés non pas par la foi, absolument pas. C'est pas parce qu'on a longtemps expliqué le discours politique et journalistique. Très souvent explique, on fait ce parallèle entre religion et radicaux, etc. Mais en réalité, tous les gens qui se suicident, si on regarde, ce ne sont pas des gens qui ont un niveau assez suffisant en matière de sciences religieuses, mais ce ne sont pas très souvent des gens aussi qui sont convaincus par la religion. Ils sont très souvent en quête d'une certaine indépendance, d'un idéal, ou encore en quête d'une reconnaissance sociale. Il y a eu cette étude de l'ISS dont je parle, il y a eu des anciens djihadistes, des gens qui avaient fait partie, qui ont dit nous les avons rejoints parce que pendant longtemps nous étions marginalisés. Et dans cette zone, on a longtemps été marginalisés. Et on a vu en ces mouvements une occasion... Alors marginalisés par d'autres couches sociales, marginalisés par... Oui, bien sûr, par d'autres autorités traditionnelles dans la zone, n'est-ce pas ? Donc ils en ont vu dans ces mouvements-là une façon de prendre une sorte de revanche. Et ça, c'est la grande majorité. Je ne pense pas que la majorité de ces mouvements-là soit, en tout cas pour le cas de la zone de Mopti, soit liée à la religion. Voilà, c'est ma conviction. Alors malgré le FLM, le Front de Libération du Massina de Amadou Koufa, qui sévit quand même grandement dans la région. C'est un front, il me semble que ce n'est pas religieux, malgré la propagande. Non, malgré la propagande tout en dessous, ce n'est pas... Ils sont quand même affilié à Ansardine, Paul Ben. J'aimerais vous faire réagir dans quelques secondes, le temps de prendre une courte pause et nous reviendrons. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. La radicalisation religieuse prend-elle de l'ampleur au Mali? On en discute aujourd'hui dans le grand dialogue avec nos invités. Paul Ben était sur une lancée assez rapidement avant de donner la parole à Clément Dambélé. Oui, je voulais ajouter sur ce que le docteur vient de dire, c'est-à-dire
le Front de libération nationale du Massina, comme il le disait, c'est une propagande. C'est des gens qui veulent survivre. Ils n'ont pas un idéal assez concret. Mais quand on entend quand même que ces gens sont affiliés, ces gens se reconnaissent dans ces mouvements djihadistes. Non, tout ça, on voit les cassettes de propagande sur le terrain, du leader Amadou Koufa. Sur le terrain, c'est autre chose. Quand vous allez sur le terrain, ils ne sont même pas dans la même zone géographique. Ça, c'est un. Deuxièmement, je vais vous dire, entre le 14e parallèle, c'est-à-dire à partir de la région de Mopti jusqu'au Grand Nord, il est très difficile de se déplacer aujourd'hui sans se faire surprendre soit par les drones ou par des groupes armés qui sont, disons, entre guillemets, pro-Mali. C'est très difficile. Ils ne sont pas dans la même zone. Maintenant, vous savez, les terroristes sont tombés d'accord sur quelque chose. Chaque fois quand il y a une action, il faut quelqu'un pour revendiquer. C'est pourquoi chaque fois que ça se passe, on choisit. C'est comme ça. Même les pros indépendantistes, c'est comme ça que ça se passe. Quand il y a une action, il faut choisir quelqu'un pour revendiquer, pour prouver à l'autorité en place que j'existe, je suis là, il faut compter avec moi. Sinon, ils ne sont même pas dans la même zone géographique. C'est vrai qu'Amadou Koufa a fait ses armes dans le Tegargar, entre 2009 et 2012, mais pratiquement sur le terrain, les groupes ne se voient pas. Ils vivent de rapt. Hein, ils vivent de rapt, ils ne vivent pas de prêche, ni de la vente de certaines choses, mais c'est des rapts. Hein, c'est du banditisme. Merci Paul Ben. Clément Dambélé, vous êtes professeur en sciences politiques à la Sorbonne et également à l'Université de Metz. Dites-moi, d'où viennent aujourd'hui les financements de ces groupes narco-djihadistes, on va dire? Avant de répondre à votre question, je voulais répondre à propos de mes collègues et les différents intervenants. Allez-y. Vous savez, aujourd'hui, c'est le discours que la religion est une variante moins importante. Ça me surprend. Quand on parle du cas du Mali, il faut, je pense, qu'une analyse synchronique et diachronique de l'événement du djihadisme nous permet aujourd'hui d'avoir un regard plus objectif sur ce phénomène qui est quand même basé sur une stratification des variantes explicatives. Je m'explique. C'est-à-dire que dire aujourd'hui que la religion, les gens ne sont pas redéploiements, je ne pense pas vraiment, parce que je pense qu'il faut tenir compte de la différence entre le discours idéologique et l'idéologie en tant qu'élément psychologique. C'est-à-dire que le discours qu'on tient sur le terrain, le discours par lequel les gens sont sensibles, le discours qui permet d'agir sur le mécanisme psychique, est un discours religieux, est un discours islamique. Quand on prend ce discours-là dans son entité analytique, on se rend compte évidemment que la religion joue un rôle très important dans le djihadisme, dans le phénomène du terrorisme. Cela dit, je suis d'accord avec mes collègues quand ils disent qu'il y a d'autres facteurs qui sont là, des facteurs identitaires, des facteurs culturels, des facteurs sociaux. Je suis tout à fait d'accord. Le titre de l'autorité politique est là, je suis tout à fait d'accord, mais en dehors de tout cela, il faut tenir compte que le discours principal, c'est-à-dire que la base, le socle même de l'idéologie du djihadisme est-il son essence d'un discours purement religieux par lequel on enrobe les gens. Et c'est ça où il y a la grande sensibilité, la grande vulnérabilité des populations plus ou moins abandonnées, des populations qui sont plus facilement manipulables psychiquement. Ça a été tenu compte. Maintenant, d'où vient le sang du djihadisme? On le sait très bien, ça vient de l'Arabie. Nous savons que la branche wahhabite du djihadisme est financée par l'Arabie saoudite. Il y a le Koweït qui finance, mais plus récemment, depuis 2014, le Koweït finance de moins en moins. Il y a le Qatar qui finance, et il y a une partie, à la branche islamiste de l'Iran qui finance le djihadisme. Et il y a aussi des intérêts occidentaux, on le sait très bien, selon les enquêtes du cabinet Alta par exemple, on sait qu'il y a des organisations occidentales qui financent le djihadisme parce que quand on a une certaine instabilité dans certains territoires, ça permet de changer la cartographie politique et donc du coup de mettre en place de nouvelles données économiques. Donc les financements, ça vient
en grande partie de l'Arabie Saoudite, du Koweït, du Qatar, et une partie de l'Algérie même, qui est juste à côté du Mali, et une partie de la Libye, et aussi des forces occidentales, certaines organisations occidentales, industrielles aussi, qui financent ces mouvements djihadistes et qui permettent de pouvoir déstabiliser certains pays pour le repartage économique des données. Merci Clément, ceci est bien entendu très intéressant. Docteur Foudé Tandigoura, vous êtes sociologue, dites-moi, est-ce qu'il y a dans le cas par exemple du Mali d'autres sources de financement qui ne viendraient pas forcément de l'Arabie, du Qatar ou de ces puissances wahhabites qui existent? Parce qu'on parle de plus en plus de narco-djihadisme dans le cas du Mali. Oui, sur le rapt par exemple. On sait qu'il est avéré que pendant très longtemps, l'une des sources principales, ça a été le rapt. Bon, peut-être il y a eu le rapt, quand on voit l'enlèvement des touristes, par exemple. Oui, les enlèvements, absolument. Et même pas dans le septentrion. Et qui paye les rançons en cas d'enlèvement? Ce sont les bourgeois gentilshommes, ceux qui nous aident, c'est eux qui payent. Donc, ces mêmes puissances qui ont pour politique de ne jamais négocier avec les terroristes. De ne jamais négocier, absolument. Mais bon, je pense que certains pays se sont lancés dans la dynamique de ne pas payer. Mais je ne sais pas si cet engagement est réellement respecté sur le terrain. Je ne sais pas si la Russie paye encore, je ne sais pas si la Grande-Bretagne paye encore. Je sais que la France paye les rançons. Mais bon, est-ce que les rapts, quand ce n'est pas payé, est-ce que ce n'est pas une façon d'affaiblir ces mouvements-là? Parce qu'imagine, 20 millions d'euros pour un rapt, c'est quand même une source assez importante de revenus. Et donc, pour les djihadistes, est-ce que l'État du Mali a les moyens de mettre 20 millions d'euros dans son armée aujourd'hui? Bon, je ne suis pas sûr. Moi, je voulais ajouter, c'est-à-dire la source principale de financement actuellement, jusqu'en 2012, les sources de financement, c'était le RAPT. Mais les Européens sont devenus très intelligents. Vous savez, quand vous enlevez un Européen aujourd'hui, même si on vous donne une rançon, vous ne pouvez pas l'utiliser. Elle est codifiée. C'est le cas qui s'est passé avec les Espagnols. On leur a remis les millions d'euros qu'ils voulaient, mais ça n'a jamais été consommé parce que quand chaque personne qui a voulu échanger cet argent, ça s'est passé au Niger. Cette personne aujourd'hui, elle se trouve dans la prison qui a été attaquée hier. Il y a deux complices des djihadistes qui sont partis au Niger pour échanger 3 millions d'euros. On les a coffrés, ils sont là-bas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les rançons ne marchent plus. Ce qui marche aujourd'hui très très fort, ça c'est le trafic de drogue. La cocaïne, elle, ça marche. L'axe Tabancourt marche à merveille. Et chaque fois que vous entendez qu'il y a des heurts entre groupes armés, ou au sein du même groupe armé, c'est les cargaisons. Donc là, on parle des groupes armés ici. Alors, donc ça veut dire qu'intrinsèquement, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il y a une implication des groupes armés avec les djihadistes. Ah oui, mais c'est des cousins là. Ils travaillent ensemble. Les uns transportent, les autres payent. Ça a été de tout le temps. C'est comme ça que le business marche. Il y a certains qui sont là pour transporter. Il y a certains qui sont là pour financer le carburant et financer le prix du transport. Ça a été toujours comme ça et ça continue comme ça. Mais souvent, il y a des heurts parce qu'on ne se comprend pas ou bien quelqu'un enlève la cargaison de l'autre. Donc il y a des problèmes. Donc la source, au Mali quand même, aujourd'hui, la source principale du financement, ça c'est le trafic et le transport de la cocaïne. D'accord. Mamadou Diouara, vous êtes également sociologue. Dites-moi, alors avec cette forte présence justement, surtout dans le septentrion, l'axe qu'il a décrit est largement survolé par les drones, comme il l'a dit. Il y a Barkhane qui est dans la zone, il y a tous ces groupes armés qui sont dans la zone, plateforme et CMA, mais il y a aussi les FAMA qui sont quelque part dans la zone. Alors comment est-ce que ce trafic se fait au vu et au su de tout le monde? Bon, vous savez, d'abord, avant de répondre à cette question, je vais rebondir à ce que notre collègue a dit au téléphone. Clément Dambélé, effectivement, on ne peut pas occulter entièrement l'aspect religieux du fait djihadiste, naturellement, parce que c'est la couverture officielle. C'est la couverture officielle, c'est le discours mobilisateur, mais ce discours mobilisateur, comme je le dis, c'est une couverture.
C'est une couverture. Que ce soit que ce soit Ansardine, que ce soit Moujaou ou que ce soit le mouvement de Amadou Nkoufa, les combattants qu'on recrute et qui se laissent enrôler ne sont pas là parce qu'ils ont une conviction religieuse. Ils sont là parce qu'ils se mettent sous cette couverture pour atteindre d'autres fins. Justement, est-ce qu'il y a un facteur économique derrière? Est-ce que c'est pas parce que ces leaders, entre guillemets, religieux ont quand même beaucoup d'argent à distribuer d'abord à ces gens qui sont pour la plupart des jeunes en chômage? Il y a plusieurs facteurs derrière. Comme il l'a dit, il y a le recrutement à travers les moyens économiques en échange. On paye des gens financièrement de façon significative pour qu'ils puissent venir. On soustrait les gens de cette oisivité qui caractérise la jeunesse malienne, qui passe tout son temps autour d'un thé pendant 10 ans de sa vie, sans avoir quelque chose au bout du fil. On les met dans une activité qui les font se sentir valorisés, participant à quelque chose d'important, et en même temps subvenir à leurs besoins. Mais aussi et surtout, ce qui est plus déterminant, c'est que nous sommes dans une situation sociologique de repli identitaire de l'ensemble des communautés du Mali à partir de la région je dirais même de Ségou, pour aller. Toutes les communautés se sentent menacées parce que l'État n'est pas capable d'assurer la sécurité de tout le monde. C'est le prochain volet d'ailleurs qu'on va entamer. Voilà. On va parler des questions de responsabilité. Joue malheureusement beaucoup. Bon, la question que vous aviez posée tout à l'heure, avant que le problème de financement. Voilà, le problème de financement. Au-dessus de tout le monde, est-ce que la drogue passe justement avec cette forte concentration d'hommes, surtout dans le septentrion du pays? Quand on parle de drogue, on parle de plusieurs milliards. Et quand on parle de beaucoup de milliards, on parle d'intérêts tenus par des gens qui ne sont pas du tout légers. Et donc, ceux qui sont chargés de lutter contre le trafic de drogue, eux-mêmes sont impliqués, il y a un problème. À la signature de l'accord, les partis se sont engagés, la CEMA, la plateforme, le gouvernement et la communauté internationale à combattre le trafic de drogue. Nous savons aujourd'hui, et tout le monde le sait, ce n'est un secret pour personne, que chacun de ces mouvements alimente ces opérations à travers les dividendes du trafic de drogue. Nous savons que l'accord d'Anefif a eu lieu pour s'entendre sur comment gérer l'évacuation. Les derniers affrontements qui ont eu lieu à Kidal et qui ont provoqué la mort d'un des hauts officiers de Gatia et qui ont enchaîné la guerre entre Gatia et HCIA, c'était autour de la gestion des dividendes liés du convoyage de la drogue. Et aujourd'hui, le confinement du HCIA au sein de Kidal, et qu'on appelle ça, et le contrôle de toute la zone, ça redessine les forces chargé de convoyer, donc de tirer les dividendes. Donc tout cela est quelque chose qui est assez important. Donc dans ce cas, on parle ici de groupes armés, mais il n'y a pas que les groupes armés. Ici justement, est-ce que, si j'ai bien compris, c'est narco-djihadistes traiteraient justement avec les groupes armés? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de me dire comme les narco-djihadistes, d'abord, premièrement, dès qu'on dit narco-djihadistes, on relie les deux. Les deux, bien entendu. Le trafic de drogue était présent au nord bien avant la crise de 2012. D'accord. Donc, les djihadistes... la radicalisation, non. Non, justement, la radicalisation... Non. Est-ce qu'elle est récente? Non. Elle est arrivée quand au Mali et dans la sous-région? La radicalisation est un processus. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on se radicalise. Dans le processus de radicalisation, il y a... qu'on appelle ça. Il y a la radicalisation du discours. Il y a la radicalisation du comportement privé. Et il y a ensuite la radicalisation à travers l'intégration des groupes avec prise d'armes et faits de terreur. Tout ceci, c'est un processus. Les autres éléments de cette radicalisation se sont développés à partir de 2012. Parce qu'à partir de 2012, le principal garant de la moralité sociale et de l'équilibre de rapport social, qui est l'État, a disparu au nord du Mali. Les zones ont été occupées par des groupes islamistes qui ont développé des comportements dans le but stratégique de développer
l'adhésion des populations à leurs approches. Nous savons, je cite par exemple, c'est la stratégie du Moujao à Gao qui avait mis en place un système d'alerte avec des numéros verts. On va revenir tout à l'heure. Paul Ben, permettez-moi juste de faire réagir le docteur qui est en face, docteur Tandjigoura qui est là, qui n'a pas parlé depuis un moment, et Clément Dambélé aussi. Mais avant de vous donner la parole, docteur, nous allons prendre quelques secondes de pause. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Docteur, si j'ai bien compris un peu les propos des uns et des autres, on parlerait actuellement de responsabilité. Qui est responsable aujourd'hui de cette radicalisation qu'on connaît? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est qui finalement? La faute est imputée à qui? Bon, c'est un peu difficile parce que c'est une conjugaison de plusieurs facteurs. Pour le cas spécifique du Mali, puisqu'on parle du cas du Mali, c'est une conjugaison de plusieurs facteurs et la faiblesse de l'État, comme ils l'ont dit. Et aussi, très souvent, on parle du chômage des jeunes. Mais je voudrais surtout que l'on ne fasse pas une conclusion trop simpliste, parce que moi j'ai par exemple conduit l'étude sur le radicalisme dans la zone des Cailles en guise de contre-exemple, parce qu'on parle de chômage qui pousserait les jeunes à se radicaliser. Pourtant ce chômage on retrouve dans la zone des Cailles. Mais justement, certains parlent de manque d'éducation, d'autres parlent de manque de justice à certains endroits. Ce qui est réel, pour conclure, pour donner la conclusion, tout ce qui est réel, c'est qu'il y avait des frustrés en réalité. Il y avait des frustrés, il y avait des jeunes désœuvrés, mais le chômage n'est pas une cause mécanique qui conduirait les individus à être des radicaux. Ce n'est pas, il y a tout le temps eu le chômage. C'est vrai qu'il y a eu des influences extérieures. Oui, mais également. Aujourd'hui, si on va dire ces djihadistes qui se classent aussi en employeurs peuvent payer justement ces jeunes-là, est-ce que ce n'est pas un facteur économique? Oui, là je suis tout à fait d'accord, mais de là à prendre le chômage à part n'a pas constitué, parce que les gens ont toujours été en chômage, mais ce que je voudrais en venir, c'est qu'en réalité, dans une zone comme Caille, par exemple, qui sert de contre-exemple, les migrants, par exemple, ont apporté une aide substantielle aux communautés d'origine qui sont restées, donc ils sont pris en charge par l'argent rapatrié par la migration du travail, et aussi les jeunes qui sont restés, donc ils ont leur mariage qui est financé, ils ont une bonne partie de leurs dépenses qui est prise en charge grâce à l'argent rapatrié par la migration. Donc ça a pu stabiliser la couche juvénile de cette zone. On est bien d'accord. Donc, mais si on transpose le problème ailleurs, à Mopti ou à Gao ou ailleurs, quand les jeunes sont désœuvrés, c'est vrai que ils l'ont été pendant longtemps, mais l'influence extérieure, les mouvements qui sont arrivés, ont trouvé que effectivement il y avait des gens qui étaient déjà frustrés. Et cette part de frustration qui revient que très peu dans les discours politiques, parce que on dit bon, les radicaux, les religieux, les maîtres coraniques, c'est ce schéma-là qu'on voit tout le temps. Mais moi, je voudrais qu'on aille beaucoup plus à l'intérieur. C'est beaucoup plus complexe que ça en réalité. Il y avait des frustrations séculaires qui se sont réveillées et qui se sont greffés à une occasion que les djihadistes ont offerte aux jeunes et de les enrôler. Et donc finalement, ils ont vu en ces mouvements une façon de se ragaillardir, donc de s'imposer, d'avoir une source de revenus, etc. Donc je pense aujourd'hui que pour le cas spécifique du Mali, il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur politique, la faiblesse de l'État, il y a les facteurs sociologiques, donc la configuration même de certaines zones en forme de tribus et de chefferies nomades et tout. Et donc, parce que cette présence fait que certains sont marginalisés pendant longtemps. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a quand même un islam qui date d'il y a des siècles. Oui, et il y a toujours eu également ces tribus-là. Oui. Alors, pourquoi, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans la donne sociale qui pousserait les gens à être docteur? On va revenir tout à l'heure. Notre islam a tout le temps été pacifique, ça a été dit plusieurs fois. Et comme le disait mon collègue, mon ami journaliste, c'est-à-dire que la part de violence que l'on voit dans ces mouvements-là, c'est une violence qui est importée en réalité. Sociologiquement, dans l'histoire du Mali, il y a certes eu des révolutions ou des révoltes contre l'injustice, mais il n'y a pas eu des gens qui se font exploser pour un idéal, qui tuent les gens pour un idéal.
il y a de mémoire, on n'en connaît pas dans l'histoire du Mali, mais la religion musulmane, n'est-ce pas, qui est une religion importée, ça il faut le dire, même si ça date de très très longtemps, mais cette violence qui est à l'intérieur est tout à fait nouveau. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres dessous. Parce qu'on parle de religion, nous en avions depuis le Xe siècle, depuis le pillage de l'Empire du Ghana, donc par les Almoravides. Donc nous avions cette religion-là. Et s'il y a sa forme radicale aujourd'hui, c'est qu'il y a d'autres considérations, n'est-ce pas, qui se sont greffées et qui n'ont rien à voir avec la vie religieuse en tant que Merci telle. beaucoup, docteur. Clément Dambélé, avant de vous donner la parole, Mamadou Diouara. Clément, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis désolé. Alors dites-moi, est-ce que la communauté internationale n'a pas une part de responsabilité justement dans tout ce méli-mélo, ce radicalisme qu'on connaît aujourd'hui? Puisqu'on voit quand même que quelque part, quand on paye des rançons à des djihadistes, quand on paye 20 millions d'euros, le docteur l'a dit tout à l'heure, à des djihadistes, ou dans un pays où le Mali peut difficilement mettre 20 millions d'euros dans son armée, est-ce que ça ne veut simplement pas dire payer plus de jeunes, allez vous armer et revenez à la charge? Vous savez, c'est un facteur qui n'est pas... qu'on ne peut pas vraiment considérer sociologiquement comme un facteur très important dans le mouvement djihadiste. C'est vrai qu'à un moment, il y a eu quelques années où on prenait des otages et on les monnayait entre 5 millions d'euros jusqu'à 10 millions d'euros. On a vu le cas avec la France. Et puis on sait que depuis 2012, il y a de moins en moins de financement. Comme il y a un de nos collègues qui disait, la Russie ne finance plus. Le Japon refuse de financer, de payer la rançon, et la France même a refusé de payer la rançon, donc ce n'est plus à la mode. Mais à un moment donné, ça a été à la mode et ça a permis justement à ces gens. On sait, comme Serge Daniel aime bien le dire, que ces djihadistes, ils ne vont pas en boîte de nuit, ils ne vont pas acheter de parfum. On sait ce qu'ils font avec de l'argent. Ils achètent des armes, ils recrutent des combattants. Et d'où est-ce qu'ils tiennent cet argent-là? En un mot, à part le trafic de drogue, l'argent des otages, est-ce que la communauté internationale, ces pays qui ont payé, n'ont pas leur part de responsabilité, justement? Il faut aller plus loin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, par exemple, que la France, c'est la communauté internationale. La France, c'est un pays. On ne peut pas dire que la Russie, c'est la communauté internationale. La communauté internationale, c'est l'organisation de l'ensemble des États réunis. Donc, cela dit, la responsabilité de la communauté internationale, c'est un manque de volonté, de stratégie d'intervention commune. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un problème de djihadistes dans un territoire bien défini, on se rend compte que la communauté internationale se divise autour de la question djihadiste, autour du territoire. Il faut savoir que depuis 1990, il y a le repartage du monde entre trois grands blocs. Nous avons connu les deux grands blocs. Aujourd'hui, nous avons trois grands blocs et la Russie constitue le troisième bloc et il y a le bloc France États-Unis, mais il y a aussi un autre bloc qui est le bloc qui est soutenu plutôt par le Pakistan, par l'Inde et quelque part par le Japon, même si certains ne voient pas, mais quand on règne des analyses, des études approfondies, moi je suis allé en Inde, je suis allé au Pakistan pour mener des enquêtes, et quand vous allez en Afghanistan, vous vous rendez compte qu'il y a des financements. Cela dit, quand on revient au cas du Mali, le problème de la communauté internationale, c'est un problème d'intérêt aujourd'hui. On a vu tout récemment avec le droit de veto de la Russie concernant le problème de la Syrie. La Syrie, c'est un exemple frappant concernant l'intérêt des puissances économiques, des puissances militaires en phase avec la lutte contre le djihadisme, en phase avec la lutte contre le terrorisme. On sait qu'au Mali, il y a la France qui est là, on sait aussi qu'il y a l'Union européenne qui est là, on sait que les Américains qui n'interviennent pas officiellement, mais qui officieusement cherchent leur intérêt. Donc il y a une espèce de gâteau à partager et parfois, chacun veut prendre la grosse part et si l'intérêt d'un pays ou d'un autre est menacé, du coup on essaie de boycotter, de déstabiliser davantage. Et on sait bien que les djihadistes ne fabriquent pas les armes, on sait très bien que Moudjahidou ou Ansari ne fabriquent pas les armes, donc on leur fournit les armes et on peut même les empêcher d'avoir les armes, mais comment ils arrivent à s'approvisionner? C'est parce qu'il y a des réseaux internationaux qui se sont implantés, qui sont fournis par les puissances pour qu'on puisse continuer à déstabiliser. Donc il y a
une espèce de déséquilibre de balance qui se joue aujourd'hui face à cela. Mais je voulais revenir... Clément, on va essayer de faire réagir les autres un peu pour balancer. Mamadou Diouara souhaitait réagir tout à l'heure, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a une responsabilité des leaders religieux ou des religieux tout court, justement, dans ce genre de cas? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui pour déradicaliser ou aider en tout cas à déradicaliser ces jeunes radicaux? Alors, les leaders religieux ont sans aucun doute un rôle important à jouer. C'est celui de dire le vrai discours de l'islam. C'est celui de tenir ce discours qui dit, d'après le Coran, que toute personne qui se donne la mort par sa propre volonté, va à l'enfer. C'est ce que le Coran dit, je ne l'invente pas. C'est aussi ce discours de l'exemplarité du prophète Mohammed qui a toujours prôné la paix, qui a toujours prôné la conciliation, et qui a même fait une constitution en Médine dans laquelle il tolère la présence de d'autres confessions religieuses avec lui quand il gouvernait la ville de Médine. Je crois que je n'invente rien en le disant. Maintenant, par ailleurs, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un fait nouveau qui fait que désormais le fait religieux est devenu rapidement, qu'on appelle ça, un fait de radicalisation. La radicalisation en tant que telle est un phénomène à part. La radicalisation religieuse est un autre phénomène. La radicalisation est née au Mali à partir de 2012. Je le répète et j'insiste là-dessus. En 2012, il y a eu plusieurs facteurs. Non, j'arrive. Non, rapidement. Puisqu'on est coincé par le temps. Rapidement, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une absence de l'État. Il y a eu une présence des groupes armés, il y a eu une militarisation intensive de la jeunesse à travers le cantonnement de milliers de jeunes à Mopti qui ont été formés pendant près de 2 ans et habitués au fait des armes. Mopti a été transformé en une ville garnison pour l'armée qui se préparait à la reconquête, pour les jeunes des communautés sédentaires qui ont dû se replier là-bas pour se préparer et reconquérir leurs terres. Et tout cette situation-là a fait que les gens se sont habitués au fait d'armes, à la manipulation des armes, et ils ont trouvé ça normal. Les conflits entre communautés et les menaces de la sécurité des gens parce qu'ils appartiennent à tel groupe ou tel groupe ont trouvé leur réponse dans la prise d'armes et dans l'organisation des jeunes des communautés pour se défendre. Les mouvements djihadistes sont devenus un rempart dans lequel ils peuvent trouver le moyen d'être dans un groupe organisé, fort, capable de les protéger. Merci beaucoup pour cette belle analyse. Docteur Fodé Tandigora, Paul Ben, je reviens vous donner la parole tout de suite. Docteur, l'exemple quand même des 200 jeunes, ou plus de 200 jeunes maintenant, puisqu'il y a eu 200 autres après déradicalisés à Mopti, comment faire en sorte qu'on puisse transporter cet exemple-là à d'autres endroits dans le pays? Oui, mais bon, c'est déjà à féliciter, mais en réalité, bon, quand on parle de déradicalisation cette fois-ci, eh bien tout le monde sait que ça passe par un long processus, hein, et on n'est jamais sûr. On a vu des gens qui ont quitté des mouvements, qui en sont retombés, donc on n'est jamais sûr à 100%. Et des gens qui sont des gentilshommes, après qui sont méchants le lendemain. Donc il faut d'abord parvenir à les réinsérer. Il faut les réinsérer, et une réelle réinsertion socio-économique. Et sans cela, en réalité... Très rapidement, il nous reste... Oui, donc je pense que c'est la meilleure solution. Il faut les réinsérer. Il faut aussi que l'État fasse un effort de présence à travers le pays. Donc c'est vraiment absolument... Merci beaucoup. Paul Ben, très rapidement. Très rapidement, je terminerai par ce qu'il a dit en dernier. C'est-à-dire qu'il faut que l'État se responsabilise de plus. Parce que la vallée d'Ametetaï, dans la région de Kidal, ne s'est pas faite en 10 jours. Ça s'est fait en 10 ans. Sinon plus. Donc il faut à chaque fois que l'État veille sur tout ce qui est gauche, qui va à l'encontre de la religion ou des intérêts de l'État. Il faut vraiment tuer l'œuf, le poussin dans l'œuf, comme on le dit. Il faut réagir rapidement. Merci Paul Ben. Le dernier mot à Clément Dambélé. Clément, comment est-ce qu'on peut faire très rapidement en 30 secondes pour endiguer ce phénomène de radicalisation des jeunes? Merci beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la responsabilité de tous les Maliens, pas seulement de l'État malien, mais la responsabilité de tous les Maliens de tenir ce discours de cohésion nationale. Ce discours, il faut créer le sentiment de conscience, le sentiment
patriotique au sein des Maliens et ce retour à la dignité, à l'honneur. Ça, c'est très important, ça appartient beaucoup aux Maliens, c'est très essentiel. La deuxième chose, qui est la responsabilité de l'État, il faut que l'État malien crée des centres de réinsertion socio-professionnelle dans les régions, parce que le problème du chômage est un problème majeur au sein du Mali, et quand les gens ne trouvent pas à manger, quand les gens n'ont pas d'argent, quand les jeunes sont là dans un développement inquiétant, c'est facile de les manipuler, c'est facile de les ramener dans le concert du passé. Merci beaucoup Clément. On est un peu pris par le temps. Ceci met donc un terme à notre émission d'aujourd'hui. Merci mesdames, merci monsieur de l'avoir suivi. Vous retrouverez cette émission sur www.studiotamani.org. L'émission a été réalisée par Ibrahima Diallo, la mise en onde par Gagny Kanté et à la régie vidéo il y avait Mamadou Ouattara. Merci, à demain pour une autre émission. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.